Alors, un an après, quel est le bilan qu'on peut en tirer? Est-ce que vous en êtes satisfait ou bien il y a des choses à corriger encore? Si vous avez remarqué, en fait, depuis le 30 septembre, c'est une révolution. Mais nous avons attendu un temps pour le proclamer le 1er avril. Et quand nous l'avons proclamé, nous n'avons pas fait sortir un texte particulier, un manifeste, rien sur l'idéologie. Nous avons observé encore sur un an. Le manifeste sera disponible pour que les gens voient un peu l'idéologie qui est derrière les grands thèmes. Mais déjà, c'était pour observer. Comme je l'ai dit, le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Dès qu'on l'a proclamé, il y a eu beaucoup d'initiatives. Beaucoup de gens, qu'ils soient intellectuels ou pas, parce que quand on dit intellectuel, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait l'école. Voilà, ce n'est pas ceux qui parlent le français. Les intellectuels sont dans toutes les couches sociales. Que vous partez au grand marché à Roroko ou un peu partout, vous trouverez des intellectuels, parce que l'intellectuel, c'est l'intelligent d'abord. C'est lui qui est capable de comprendre ce qu'on veut faire. Ils ont pris beaucoup d'initiatives pour expliquer le comportement qu'il faut pendant la Révolution, pour expliquer ce qu'il faut faire pendant la Révolution. Et moi, j'ai observé un peu partout, les gens ont animé des conférences, les gens ont éduqué, les gens ont formé à l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je voulais voir. Et à partir maintenant de ce manifeste, et vous voyez qu'on est en train de mettre aussi en place petit à petit, on avait créé l'Institut des peuples noirs, mais ce n'était pas monté en puissance. Et tous vont participer à la formation de l'élite révolutionnaire burkinabé. Et l'élite révolutionnaire qu'on veut vraiment former, ceux qu'on veut toucher, ce sont les plus jeunes. Et déjà, tire mon chapeau aux enseignants et tout. Dès qu'on l'a proclamé, regardez dans plusieurs écoles, beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. Des enseignants ont pris des initiatives, commencé à former les gens à l'esprit révolutionnaire, au patriotisme, à tout ce qui va avec la révolution. J'ai beaucoup apprécié. Les enseignants ont pris l'initiative depuis l'école, avant même qu'on dise aux gens de transformer les écoles petit à petit à la production. Refaire des jardins scolaires, permettre aux enfants de produire. En fait, ils sont en train de ramener les enfants aux fondamentaux du burkinabé. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que cet esprit révolutionnaire intrinsèque-là est toujours là? Et c'est maintenant qu'il faut le raviver. Donc, vraiment, on est satisfait. Et c'est à nous de faire le reste du travail pour former les gens, parce que comme c'est une révolution progressiste, le contexte a changé. C'est différent un peu de la révolution démocratique. Le contexte a beaucoup changé, le monde a évolué. Et la révolution progressiste doit s'adapter au monde actuel. Et cette transformation est en train donc de se mettre en rail. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non, même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis les questions d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, celui qui vient comme ça, vous parlez de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités.
pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous, qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaouré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu? Quand il y a une loi, est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc, les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté.
Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Excellence, les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez donner l'argent, c'est ce qui nous a amené déjà à créer une commission de réception des dons, si vous vous souvenez. Après, les FSP maintenant. Parce qu'on cherchait les gens, mais on a dit, bon, comme vous en avez trop et que vous avez une sale habitude, donnez. On prenait et on pose le trésor dans un compte. Maintenant, si après, tu viens derrière pour dire que, bon, nous vous soutient, il faut que j'ai mes camions à la douane, ils ont dit ici, ça, il faut nous aider à sortir. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils vous expliquent même la méthode, parce qu'ils vous disent que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas payer toute la douane, tu vas payer toutes tes taxes comme il faut. Si tu veux chanter, faire chanter quelqu'un parce que tu as soutenu ou quoi, ça est au trésor, ça aide les combattants. Donc c'est cette manière de faire la politique et tout. On a mis fin. Ça, il faut une nouvelle idéologie politique. Et il faut une formation avant qu'on parle de politique, à notre manière. Donc voilà pourquoi on a suspendu. Et après on a dissous. Mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui faisaient la politique sont d'accord. La RPP, là, c'est pas d'autres personnes, ce sont les mêmes individus, mais je pense que les gens ont compris maintenant qu'ils étaient manipulés, ils étaient sur la fausse voie, et maintenant on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc quelque part, c'est pas des individus qui ont quitté, ce sont les mêmes individus, mais je pense qu'il y a eu un déclic qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dissous, les partis impérialistes, mais les hommes sont là, en train d'être reconstruits à mesure de lancer la machine Burkina Faso. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon, voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça, parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc,
par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir. Le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméra Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même, en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire. Il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc, il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé, mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités. C'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête, par exemple on a mis un processus en place par exemple avec la brigade Laballe pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin ou bien le garder sur place, non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance, on a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montrée, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats.